Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Business Challenge. Vous nous retrouvez sur Télé Sahel et sur la chaîne Africable. Pour cette édition Business Challenge, nous avons plusieurs grands événements à vous proposer qui se sont déroulés au cours du mois de janvier et de février, principalement à Niamey. Nous allons partir tout de suite pour la rubrique événements au Business Forum Niger-Union européenne qui s'est tenu à Niamey. Et vous allez voir les coulisses des échanges, les engagements pris par les différents acteurs économiques qui ont participé à cet événement et les opportunités identifiées de part et d'autre. Et puis nous allons partir également à la Chambre de commerce et d'industrie du Niger où il y a eu également une rencontre d'affaires entre les entrepreneurs nigériens et leurs homologues turcs. La Turquie et le Niger entretiennent depuis quelques années de très bonnes relations sur le plan économique et commercial. Il y a de l'intérêt commun de part et d'autre. Comment tout cela est en train d'être envisagé, comment tout cela va être renforcé et quelles sont aujourd'hui les opportunités qui intéressent les Turcs au Niger et également les opportunités que peuvent avoir les Nigériens sur le marché turc. Nous allons aller dans les coulisses des échanges pour voir l'analyse des acteurs nigériens et turcs. Et puis, après, nous allons partir pour un autre événement, cette fois-ci qui réunit les banques et les PME. Il s'agit de la 8e édition du Salon des banques et des PME de l'IMOA, qui est organisé dans les 8 pays. Et nous allons voir ce qui s'est passé à Niamey sur cette thématique. Nous clôturons cette édition Business Challenge en allant visiter une organisation qui agit au plus près des populations. Il s'agit de 2M Invest. 2M Invest, c'est Mata et Matasa Investing. C'est une organisation qui œuvre pour soutenir l'autonomisation des femmes et des jeunes pour les accompagner dans l'entrepreneuriat et faire également à ce que la femme particulièrement ait un rôle économique plus important dans notre pays. Vous allez voir quelques actions clés de 2M Invest au cours de ces dernières années et j'espère que ce programme proposé dans le Business Challenge vous plaît. Soyez confortable dans vos sièges pour un voyage de 52 minutes au cœur de l'actualité économique et de la vie des entreprises au Niger. À tout de suite. Niamey a accueilli du 7 au 8 février 2023 la première édition du Business Forum Union européenne-Niger. Issu de l'engagement commun des autorités nigériennes et de l'Union européenne d'entamer une réflexion inclusive sur la promotion du secteur privé, le forum a pour objectif de renforcer les relations économiques et politiques entre l'Europe et le Niger. Si le Niger a des handicaps, ce que nous ne nions pas, il a aussi et surtout des atouts et des atouts considérables. Sa position géographique, sa richesse en ressources naturelles dont l'eau, ses terres arables et un cheptel considérable, de nombreuses sources d'énergie, de minéraux, son héritage humain et civilisationnel et la jeunesse de sa population qui en font une charnière entre le nord et le sud du continent africain et entre l'Europe et l'Afrique et un pivot de stabilisation et d'échanges commerciaux. Les entreprises et les investisseurs de l'Union européenne, outre le capital financier, disposent de capitaux technologiques et industriels dont l'économie nigérienne a tant besoin. Aujourd'hui, on peut dire que l'Union européenne et le Niger se trouvent dans un voisinage stratégique l'un de l'autre. La transition mondiale douloureuse que nous traversons s'accompagne donc d'opportunités à saisir ensemble, Européens et Nigériens, Européens et Africains, pour nous donner les meilleures chances possibles dans la nouvelle ère qui s'annonce et qui sera globale et digitale. Le Niger reste un partenaire de choix pour l'Union européenne, stratégique, c'est le voisin de notre voisin, c'est la rive sud de la Méditerranée.
Notre coopération comme Union européenne est multiforme. Elle couvre des secteurs qui vont de la coopération au développement classique à la sécurité, à la défense, à l'intervention humanitaire ou à la stabilisation. Mais on s'adapte et donc l'économie et le secteur privé restent à nos yeux essentiels pour développer le pays, pour créer de l'emploi, pour un investissement durable, pour donner une occupation à la jeunesse, pour absorber les nombreux entrants dans le marché du travail tous les ans. L'objectif de ce Business Forum est donc d'amener les entreprises sur le terrain pour qu'elles puissent voir de leurs yeux les potentialités du Niger, pour pouvoir amener un investissement de qualité, mais aussi pour pouvoir promouvoir l'intégration régionale. Il s'agit de créer le contact pour développer le secteur privé entre les entrepreneurs privés. C'est aussi une opportunité d'un cadre de dialogue entre le secteur privé, entre les investisseurs étrangers et les autorités du Niger sur le climat des affaires d'une façon générale, sur les opportunités, sur les réformes potentielles. Cet événement constitue à bien des égards une étape importante dans le processus de relance et de dynamisation d'une coopération commerciale et d'investissement fructueuse et profitable aux deux parties. Si cette étape matérialise les progrès accomplis, elle reste à être soutenue par les plus hautes autorités afin que nos relations soient plus solides et durables dans la droite ligne des objectifs du plan de développement économique et social 2022-2026 présenté à la dernière table ronde de Paris, qui a connu un réel succès et qui a été appuyé par l'ensemble des partenaires au développement du Niger, comme en témoigne le niveau des engagements obtenus. Ce forum constitue pour nous une occasion particulière pour discuter d'une manière inclusive des possibilités de coopération et d'investissement entre les différents acteurs de nos pays respectifs. Il est aussi une excellente occasion pour explorer les opportunités de partenariat entre les deux parties. Les opérateurs économiques de nos différents États ont des intérêts communs et une longue histoire de coopération économique et commerciale. Ainsi, nous devons prospecter et examiner les différents facteurs qui peuvent favoriser la création de nouvelles opportunités capables de générer la richesse, les emplois, de fournir des services publics de qualité, de promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat, notamment celui des femmes et des jeunes. Durant 2 jours, plusieurs activités se sont déroulées dans le cadre de ce forum, notamment des sessions de panel de haut niveau sur divers secteurs clés d'investissement au Niger. C'est le cas du panel sur les opportunités d'investissement dans l'artisanat et le tourisme au Niger qui a réuni divers acteurs majeurs de l'écosystème artisanal du Niger. Le Niger est un pays qui est extrêmement riche sur le plan touristique, mais dont les potentialités sont de très loin inexploitées. En ce qui concerne l'artisanat, les méthodes sont très traditionnelles et donc il convient aujourd'hui, avec les petits efforts qui sont faits, de créer les conditions pour qu'on puisse valoriser ces potentiels-là. Puisque aujourd'hui, il ne faut pas se faire d'illusions, on a beaucoup de produits artisanaux qui nous viennent d'ailleurs, notamment en ce qui concerne les meubles. Et je suis convaincu qu'avec un peu d'effort, on peut créer les conditions de produire, en tout cas de fabriquer les meubles dont on a besoin ici même sur place, que de les importer de Chine ou de Turquie ou je ne sais d'où. Au Niger, il y a une disponibilité de la main-d'œuvre et une disponibilité aussi de la matière d'œuvre. Donc, c'est des opportunités pour ceux qui veulent investir dans l'artisanat. Au Niger, nous avons des talents dans toutes les régions, dans tous les métiers. Et ceci grâce à une stratégie qui a été mise en œuvre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de développement de l'artisanat, la PNDA. Et nous avons, dans un premier temps, le savoir-faire traditionnel des talentueux artisans qui permet de transmettre le savoir-faire dans certains métiers de génération en génération. À cela s'ajoutent les centres et villages artisanaux qui, en plus d'être des centres de production, de commercialisation des produits artisanaux, constituent aussi des pôles de formation, notamment dans la spécialisation des artisans. Nous avons aussi les ateliers des maîtres artisans qui, depuis 2009, après la mise en œuvre d'une expérience pilote sur l'apprentissage dual, le Niger a décidé
de généraliser ce type de formation à travers les ateliers des maîtres artisans. Donc les ateliers constituent désormais des pôles de formation pour les apprentis et le perfectionnement des maîtres d'apprentissage. Nous avons aussi l'agence SAFAM qui, dans le cadre de l'autonomisation des femmes, organise des formations pour la spécialisation des femmes. Nous avons aussi le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage qui a des dispositifs de formation par apprentissage, de perfectionnement, de formation initiale professionnalisante et des programmes de reconversion. Et nous, en tant que petite entreprise œuvrant dans ce secteur, je pense que notre rôle, c'est d'apporter notre pierre à l'édifice dans le fait d'aider à faire connaître justement le Niger à l'international, être comme des sortes d'ambassadeurs et d'ambassadrices du Niger à l'international, pouvoir répondre aux standards des normes internationales à travers l'artisanat moderne qu'on essaye de promouvoir. Donc, investir dans ce secteur, pour moi, c'est investir dans vraiment plusieurs secteurs en même temps. Investir dans l'artisanat, c'est investir dans le tourisme. Investir dans l'artisanat, c'est investir dans le social. C'est investir dans l'autonomisation de la femme rurale. C'est investir dans la réduction du chômage. Donc, tous ces aspects réunis sont pour moi, d'une manière ou d'une autre, vecteurs du développement économique d'un pays. Le forum a également été une occasion pour permettre aux sociétés nigériennes, européennes et africaines de divers secteurs, ainsi que des représentants de bailleurs de fonds, États membres de l'Union européenne et différents départements cibles du gouvernement du Niger de se représenter à travers des stands d'exposition. Consacrés aux investisseurs nigériens, européens et africains de la sous-région, le Business Forum Union Européenne-Niger 2023 a offert une plateforme unique aux entreprises, personnalités gouvernementales et décideurs de s'informer sur les opportunités. Cette rencontre, qui a essentiellement rassemblé des hommes d'affaires turcs et nigériens, entre dans le cadre de la concrétisation d'une ambition commune des deux pays de mettre en place un axe économique Turquie-Niger. Dans ce sens, une délégation d'une dizaine d'hommes d'affaires, accompagnée de parlementaires du groupe d'amitié unissant les deux pays, a été reçue à la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Il s'agit essentiellement pour l'institution de mettre en contact hommes d'affaires turcs et nigériens pour la création de rapports et d'opportunités d'affaires dans des secteurs divers comme l'agriculture, la transformation agroalimentaire, la construction ou encore l'élevage. Cette rencontre s'inscrit dans une continuité des relations diplomatiques, mais surtout économiques déjà amorcées il y a de nombreuses années. Nous sommes pour tout le Niger entier, pas partiellement pour une partie partielle. Le Niger et la Turquie ne sont pas les deux pays dont les présidents, les dirigeants sont en accord, sont en attente seulement, mais aussi leur peuple sont en accord, sont en attente, sont en amitié. Et avant que nous sommes venus ici déjà, avant que nous venons ici, déjà on est en conscience que nous venons dans un pays ami et frère. Nous savons très bien que les relations turco-nigériennes ont pris son élan dans plusieurs secteurs, dont l'industrie, dont l'agriculture, la santé et la défense. Et nous, en tant que les leaders, les chefs, les groupes d'amitié interparlementaires, nous savons très bien notre mission et nous sommes toujours en effort pour contribuer et améliorer ces relations entre deux pays. Voilà, vous voyez quelques amis qui ont l'intention de faire la commerce au Niger, qui sont venus avec nous. Donc, comme ce n'était pas une visite commerciale, à but commercial, nous ne sommes pas venus nombreux. Ça pouvait être plus nombreux, mais après ce jour-là, nous pouvons mettre à notre ordre du jour peut-être une réunion commerciale plus large entre deux pays. Des relations d'amitié donc, marquées par de nombreux événements historiques et d'envergure. D'ailleurs, l'actuel chef de l'État était ministre des Affaires étrangères et avait signé le premier accord économique entre la Turquie et le Niger. Et après ça, il y a eu une réunion de la commission économique mixte de commerce
entre de coopération économique et technico-turco-nigérien qui s'est tenu les 5 et 6 novembre 2014 à Ankara. Au cours de la visite de l'actuel président de la Turquie, il y a eu des accords que nous avons signés dans le cadre du commerce entre nous au IMUSIAT. Et déjà, en 2005 nous avons signé le premier accord de coopération entre les deux chambres de commerce, entre la chambre d'Istanbul et celle du Niger en 2006 à Istanbul. Pourquoi je souligne la date de la signature en 2006 avec Istanbul, la chambre d'Istanbul, c'est pour montrer que la coopération économique, elle, très vite, a commencé à travailler avec ses homologues de la Turquie. La première réunion qui s'est tenue de l'économique a souhaité qu'il y ait un conseil d'affaires Niger-Turquie pour qu'on puisse organiser d'une meilleure manière les affaires. Le 11 juin 2015, nous avons signé à Istanbul entre le Conseil des relations économiques DEIC de la Turquie et la Chambre de commerce du Niger a été signé le 11 juin 2015 à Istanbul pour en tout cas concrétiser les souhaits de la Commission économique entre le Niger et la Turquie. En janvier 2016, nous avons tenu le premier conseil d'affaires qui a fait l'installation. En janvier 2016, nous avons tenu le premier conseil d'affaires Niger-Turquie à Niamey. Nous avons tenu aussi le 11 et le 16 juin 2017 aussi la deuxième réunion du Conseil d'affaires Nigéro-Turquie avec non seulement le Conseil d'affaires mais une délégation d'hommes d'affaires qui étaient dans diverses activités, qui ont eu des rencontres B2B et des rencontres avec les membres du gouvernement et les différents organismes nigériens. Nous avons tenu notre troisième réunion du Conseil d'affaires les 10 et les 11 octobre 2018 à Istanbul en marge du sommet du Forum économique des affaires Turquie-Afrique. Le cadre national entre les deux pays n'a de cesse de se développer à travers de nombreuses actions, un changement des habitudes de part et d'autre et des relations économiques de plus en plus grandissantes pour un bilan des plus élogieux. Dans le cadre économique, vraiment, aujourd'hui, on ressent et on voit beaucoup d'entreprises turques au début. Aujourd'hui, nous avons des grands groupes comme Souma qui sont venus s'installer, faire l'un des travaux les plus extraordinaires, que ce soit l'aéroport, l'hôtel et le ministère des Finances. Et maintenant, actuellement, sur une route qui est une des routes les plus dégradées d'Ouchi jusqu'à Sarnawa. Après ces grands groupes, beaucoup de petites PME aujourd'hui sont en train d'arriver parce que c'est ça qui est très important pour nous et qui montre vraiment l'engouement. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes Turcs, beaucoup de petites entreprises turques qui viennent s'installer dans tous les secteurs d'activité, particulièrement que ce soit dans la restauration, dans le BTP, l'énergie, vraiment dans le commerce général d'importation. Vraiment, on voit aujourd'hui tous les jours des activités, en tout cas qui concernent les acteurs turcs au niveau du Niger. Je voulais aussi profiter surtout pour la qualité des relations que nous avons avec l'ambassade de Turquie au Niger qui facilite vraiment tout ce qui est visa pour les hommes d'affaires. Surtout, c'est l'un des rares pays qui donne des visas de longue durée avec beaucoup de facilitation en tout cas pour visiter la Turquie et faciliter les choses. Et qui, chaque fois qu'il y a des événements économiques aussi, associe la Chambre de commerce et le secteur privé pour qu'ils puissent participer aux événements en Turquie. De la représentation économique au niveau de l'ambassade, qui est dirigée par Achir, vraiment, là nous avons accéléré vraiment la coopération sur le plan économique et sur le plan des relations commerciales. La Turquie pour les hommes d'affaires en termes de foires et de visites d'affaires est le premier pays depuis quelques années en tout cas où les hommes d'affaires nigériens vont. Parce que vraiment les structures économiques là-bas organisent beaucoup d'événements, que ce soit dans l'agriculture, l'énergie, les BTP, dans tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas 1 ou 2 mois où il n'y a pas d'activités économiques et de foires qui sont organisées et des expositions en Turquie. C'est vrai que les autres pays aussi organisent les mêmes foires, mais la différence avec la Turquie, chaque fois le gouvernement, particulièrement le ministère de l'économie, soutient beaucoup ces visites, souvent en prenant en charge les frais de logement dans les hôtels et les frais d'accueil, parce que ça c'est la particularité de la Turquie. C'est un des rares pays aujourd'hui dans le monde, quand il accueille des foires, qui prend en charge soit totalement les invités, soit une partie en tout cas l'hébergement, minimum 3 jours et les déplacements au cours de ces jours qu'on fait au pays, en Turquie, à Istanbul ou dans d'autres villes. Quand on voit la coopération parlementaire aussi s'installer, on sait que c'est la coopération qui concerne réellement les populations. Je voulais profiter de l'occasion au nom du secteur privé nigérien pour vous transmettre toute notre reconnaissance et toute notre satisfaction dans le cadre de cette coopération à travers en tout cas les ministères, à travers l'ambassade ou à travers la coopération turque et la direction du commerce économique qui est installée au niveau de l'ambassade de Niamey.
Pour la partie turque, les relations bilatérales et commerciales entre les deux pays sont axées sur des rapports d'amitié, de partenariat, mais aussi et surtout d'intérêts communs et de responsabilité. Je voudrais que les hommes d'affaires nigériens sachent que la nature de l'amour de la Turquie envers le Niger, ce n'est pas centré sur son intérêt, ce n'est pas centré sur les desseins d'intérêt, mais le fait que le Niger soit fort et puissant, ça c'est déjà quelque chose de bien nécessaire pour la Turquie. Ça, c'est vraiment directement lié à l'amitié et la fraternité. Bien sûr, nous commettons les missions politiques et nous sommes des hommes politiques, mais on doit savoir que les relations politiques viennent des bonnes relations commerciales. Nous sommes en conscience. Donc, en tant que les hommes politiques, nous devons toujours renforcer, améliorer, soutenir ces types de relations commerciales et éliminer tout type d'empêchement. Rassuré par la volonté réciproque à œuvrer pour entérimer et renforcer les échanges commerciaux unissant les deux pays, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger a profité de l'occasion pour exprimer des doléances dont la prise en compte devrait encore plus faciliter les rapports d'affaires. Je crois que quand vous mettez les banques, les transports, et les ambassades pour les facilitations, les hommes d'affaires après, ils n'ont plus besoin de quelque chose. Eux-mêmes, ils savent se débrouiller en ce moment. On veut profiter de l'occasion pour vous demander vraiment, il faut qu'aujourd'hui, parce que nous avons Turkish Airlines qui est un peu partout en Afrique aujourd'hui, nous avons des ambassades un peu partout en Afrique, mais il y a un élément qui manque au maillon aujourd'hui pour mieux renforcer la coopération, c'est les banques turques qu'il faut qu'ils se positionnent, en tout cas au niveau de notre pays et d'autres pays africains pour pouvoir en tout cas permettre aux hommes d'affaires que ce soit nigériens ou africains, pour mieux travailler et mieux en tout cas booster leurs affaires. Parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de risques, beaucoup de gens qui transportent l'argent pour aller, que ce soit en Turquie ou pour venir, c'est parce que justement les banques manquent sur place et les banques sont des éléments extrêmement importants dans les questions économiques, en tout cas pour renforcer la coopération. Je prends juste un simple exemple. Aujourd'hui il y a beaucoup d'appels d'offres. Les appels d'offres, quand on les fait, en général on demande les garanties. Quand vous n'avez pas une garantie, vous ne pouvez pas. Il y a dans les routes, dans l'énergie et tout ça, beaucoup d'entreprises et d'entreprises nigériennes, quand ils se mettent ensemble, ils n'arrivent pas à la partie turque à produire les garanties parce qu'ils n'ont pas de banque localement. Et les banques turques, le temps de mettre une garantie en place, ça prend du temps jusqu'à ce que l'appel d'offres soit même fini. Il y a beaucoup de petits conflits entre des hommes d'affaires nigériens et turcs, c'est des détails peut-être, mais c'est parce que les gens soit aillent pour payer en cash, il n'y a pas beaucoup de facilité. C'est vrai que les banques ici existent, il faut faire, mais ce transfert prend du temps, le temps que ça passe, parce que si c'est des dollars, il faut que ça passe dans une banque américaine, si c'est des euros, il faut que ça passe à Francfort. Donc, si on avait une coopération directe et des banques directement, vraiment, ça va faciliter énormément de choses, et pour les hommes d'affaires turcs, et pour les hommes d'affaires nigériens. Évidemment, l'autre élément aussi, on souhaiterait que Turkish Airlines, en fonction de ses possibilités, puisse couvrir les vols de toute la semaine comme elle le faisait il y a quelques temps aussi. C'est un élément extrêmement important pour les déplacements. Surtout que les Turcs sont pressés. Quand ils viennent, ils veulent finir en 2 jours, repartir en 2 jours. Donc, il leur faut de disponibilité. Les inquiétudes liées aux besoins de facilitation des échanges commerciaux entre les deux pays sont partagées par la partie turque qui promet œuvrer à une satisfaction des doléances exprimées. La Turquie, à toute occasion, vont contribuer au Niger dans ses politiques extérieures. Seulement, je pense, moi aussi, pour rendre plus vite et plus efficace ces relations et ces initiatives, on doit réagir et faciliter les initiatives commerciales entre deux pays. On a bien noté aussi ce que Monsieur le Président de la Chambre de commerce a exprimé, ces questions à résoudre. Nous avons les noter et dès qu'on rentre à Ankara, nous allons les discuter avec les autorités nécessaires. Surtout au sujet de l'augmentation des vols de Turkish Airlines
et de l'ouverture d'une franchise bancaire turque au Niger. Cette rencontre B2B entre hommes d'affaires nigériens et turcs n'est que la première étape d'un long processus mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie et les pouvoirs publics nigériens pour optimiser l'accompagnement du secteur des affaires nigérien vers la création d'opportunités à travers le monde. L'autre aussi, c'est l'accompagnement de tous les opérateurs économiques, qu'ils soient nigériens comme étrangers. La Chambre de commerce est leur maison pour l'accompagnement, le coaching, les mises en contact, le réseautage, le networking. Donc, c'est tout cela que la Chambre fait en fonction des besoins des opérateurs et des opératrices. Donc, on peut aller au-delà en fonction des demandes parce que, vous savez, dans le monde des affaires, ce n'est pas de chercher à résoudre de façon globalisée les préoccupations, mais c'est surtout de répondre à des besoins précis au niveau de chaque opératrice ou chaque opérateur pour faire en sorte que vous puissiez impacter positivement son cadre de business. Donc, ça va au-delà des mises en contact, ça va concerner le coaching, ça va concerner, comme je l'ai dit tout à l'heure, le networking, le réseautage, comme on dit, et même l'accompagnement en termes de renforcement de capacité si le besoin était exprimé. Et le dialogue public-privé que nous avons entamé depuis un certain temps, qui est très visible aujourd'hui, nous permet aussi d'accompagner les opératrices et les opérateurs dans les discussions avec notamment l'administration fiscale, l'administration douanière et l'ensemble du ministère des Finances pour que, de façon très concertée et dans la sérénité, que nous puissions trouver les solutions qui sied au mieux par rapport aux objectifs économiques que notre pays s'est fixés. Aujourd'hui, nous avons une ligne de conduite qui a été dictée par les pouvoirs publics. C'est notamment l'approche de la création des industries, des agropoles industriels. C'est que, évidemment, l'écosystème privé accueille avec beaucoup d'enthousiasme. Aujourd'hui, tous les efforts qui sont en train d'être faits, que ce soit avec les Turcs ou avec les autres nationalités, c'est de créer les conditions à nos opérateurs économiques, de trouver une sorte de possibilité de joint venture avec les autres nationalités pour que justement nous puissions créer ces unités de production. À l'interne, il faut aussi être réaliste. Nous sommes en train de nous organiser pour que tout ce que nous avons comme potentiel, et particulièrement au niveau des femmes et des jeunes, pour qu'il y ait des petites unités de transformation, tant à Niamey qu'à l'intérieur du pays. Parce que la demande, elle est là, elle existe. Aujourd'hui, nous n'avons que des produits bruts. Et ils peuvent être transformés, améliorés et mis à la disposition de la consommation locale dans un premier temps. C'est ça vraiment l'objectif le plus urgent de notre avis, étant entendu que nous sommes en train de rentrer dans l'ouverture continentale avec la ZLECAf. Il est bon que nous nous positionnons déjà, et vraiment ça se fait avec particulièrement les femmes et les jeunes, dans la transformation des produits à travers des petites unités de production. Mais il faut avoir de l'ambition, et c'est cette ambition, je pense que les pouvoirs publics ont indiqué à travers justement la création de ces pôles agro-industriels auxquels, évidemment, les femmes et les hommes d'affaires nigériens vont participer avec beaucoup d'enthousiasme dès que les opportunités vont se créer et les conditions être les plus optimales pour ces hommes d'affaires. Ils vont naturellement se lancer parce que c'est une question de business à ce niveau aussi. En attendant la mise en place de toutes les opportunités nécessaires à la concrétisation de toutes ces ambitions, la coopération commerciale entre le Niger et la Turquie a encore de beaux jours devant elle. Au cours de cette journée, des contacts ont été échangés, des discussions porteuses ont été initiées entre hommes et femmes d'affaires nigéro-turcs pour certainement la mise en place de projets commerciaux communs et la création de belles opportunités bénéfiques aussi bien pour la Turquie que pour le Niger. Le Salon des banques et petites et moyennes entreprises PME est un rendez-vous annuel à caractère sous-régional qui regroupe les petites et moyennes entreprises et industries, PME et PMI et les institutions financières. Ce salon, qui en est à sa 8e édition, se tient de façon simultanée dans les 8 pays de l'espace UEMOA. Le thème retenu cette année est «
financement et investissement des PME de l'UEMOA face aux crises et mutations des économies africaines. Cette initiative contribue aux efforts des États et des partenaires dans le but d'accompagner, promouvoir, financer et transformer les PME de l'UEMOA. Occasion pour les entrepreneurs participants d'engager des réflexions allant dans le sens d'une croissance durable. L'espace UEMOA partage en commun la monnaie, la langue, la culture et des politiques économiques qui constituent des atouts pour les PME. En outre, il permet de mieux connaître les structures d'accompagnement, d'expliquer leur approche aux PME, aux managers de renforcer leurs capacités pour être plus compétitifs, aux grandes entreprises de découvrir les innovations des PME et tisser des partenariats d'affaires et de sous-traitance, aux participants de formuler des recommandations selon les axes stratégiques, discuter, aux décideurs aussi de traduire les attentes des PME dans l'élaboration des politiques de développement. Le responsable du bureau national de l'Agence universitaire francophone AIF Niger, M. Noumaou Lamzo, a pour sa part souhaité que les travaux, prévus durer 3 jours, soient utiles à tous les participants. C'est un événement qui tient beaucoup à l'AIF, parce que l'AIF accompagne à sa juste valeur les étudiants, les futurs peut-être PME, parce que pour l'information, parce que certains d'entre vous ne sont jamais venus ici, nous avons au sein de cette institution un centre d'employabilité francophone où nous préparons déjà les jeunes étudiants à se préparer à des idées d'entreprise, et le centre incubateur de l'université Abdou Moumouni de Niamey les récupère après pour les incuber. Donc c'est pour dire vraiment c'est une très bonne occasion pour nous de vous recevoir ici. Présent à l'ouverture du salon, le représentant du ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, Assoumane Danladi, a précisé que la connectivité avec les banques est une aubaine pour les PME. L'une des grandes difficultés que rencontrent les PME, c'est le financement. Et si le salon a pu trouver en tout cas la connexion entre les banques, je pense que c'est la meilleure option pour les PME et même pour les banques, parce qu'elles vont essayer de se retrouver, de discuter entre eux pour voir les articulations nécessaires qu'il faut trouver pour que et les banques et les PME puissent se retrouver et puissent mener leurs activités comme il le faut. Pour le ministère, nous encourageons en tout cas les initiateurs de cette rencontre, puisque le ministère, nous sommes là pour encourager, pour encadrer les PME, pour faire le plaidoyer nécessaire au niveau de tous les partenaires pour que, justement, puisque l'a dit le point focal, avec l'avènement de la ZLECAf, que nos PME puissent être des PME compétitives qui puissent pénétrer en tout cas le marché de toute l'Afrique. C'est notre vœu et c'est ce que nous encourageons. Les activités de la première journée se sont poursuivies avec un certain nombre de communications autour du thème central. Les discussions se sont poursuivies jusqu'au 10 février. Au Niger, il existe plusieurs critères et seuils qui définissent la catégorie des entreprises. Au titre de la charte, on entend par PME toute personne physique ou morale productrice de biens et ou de services marchands. La vie d'une entreprise, c'est comme un enfant qui naît et qui grandit. Donc il y a des processus d'évolution. On apprend à marcher jusqu'à ce qu'on devient mature. Donc c'est de la même manière qu'une entreprise. Quand vous créez l'entreprise, donc au début, donc, vous n'avez pas les mêmes défis, les mêmes challenges. Plus vous évoluez, plus il y a des nouveaux défis, de nouveaux challenges à relever. En effet, la charte des PME est spécifiquement dédiée à la promotion de celle-ci.
Une PME comprend la micro-entreprise, la petite entreprise et la moyenne entreprise. Pour ce qui concerne les petites entreprises, je dirais que les petites entreprises, ça commence déjà par des entreprises individuelles. Ça commence par des entreprises parfois qui ne créent pas beaucoup d'emplois et aussi qui ont un certain chiffre d'affaires à la fin de l'année. Donc, en réalité, on peut commencer petit et évoluer dans le temps. Je sais que la charte des PME au Niger avait été adoptée en 2010. Cette charte-là classifiait les entreprises selon le chiffre d'affaires. Je pense que jusqu'à 100 millions, c'était considéré comme petite entreprise. Et entre 100 millions et je pense 1 milliard de francs CFA, c'était considéré comme moyenne entreprise. Et tout ce qui est supérieur à 1 milliard, c'était grande entreprise. Si chez certaines entreprises, le statut, la profession, la qualification ou la place dans la hiérarchie, la taille de l'entreprise ou encore l'activité économique de l'entreprise sont des critères qui déterminent la classification de celle-ci, le chiffre d'affaires constitue la pièce maîtresse de la catégorie des PME à la Direction générale des impôts. À la Direction générale des impôts, notre législation prévoit le critère de chiffre d'affaires. Donc fondamentalement, pour classer les entreprises, on se fie au niveau du chiffre d'affaires. De ce fait, nous avons trois types d'entreprises. D'abord, nous avons les petites entreprises qui sont donc assujetties au régime de l'impôt synthétique. Ces entreprises, ce sont celles qui ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions. Ces entreprises sont identifiables par la lettre P, par laquelle donc se termine leur numéro d'identification fiscale. Deuxièmement, nous avons les entreprises qui sont soumises au régime simplifié d'imposition, que l'on peut donc qualifier de moyennes entreprises, en ce sens que leur chiffre d'affaires annuel est compris entre 50 millions et 100 millions de francs. Donc c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, donc ceux que l'on pourrait donc qualifier de grandes entreprises, ce sont celles qui sont assujetties au régime réel normal d'imposition. Donc ces entreprises sont celles qui ont un chiffre d'affaires annuel supérieur à 200 millions. Mais toutefois, la législation a prévu à ce que certaines entreprises, indépendamment de leur niveau de chiffre d'affaires, soient d'office soumises au régime réel normal d'imposition. Il s'agit des entreprises qui ont été constituées sous forme de société et des entreprises qui exercent donc une profession libérale. Donc ces deux catégories d'entreprises, indépendamment de leur chiffre d'affaires, sont assujettis au régime réel normal d'imposition. Donc on peut donc les considérer comme des grandes entreprises. Mis à part le chiffre d'affaires, il existe également des indicateurs qui permettent d'attribuer aux entreprises le régime approprié. Quand on évolue, donc la fiscalité évolue aussi en fonction de l'évolution de l'entreprise. Donc il faudrait aussi s'adapter donc au nouvel régime fiscal qui vous sera octroyé de petite entreprise à une moyenne entreprise. Donc le régime fiscal change. Donc ce n'est plus le même régime fiscal, mais quand même il y a certains avantages que l'État octroie aux entreprises qui évoluent, qui vont à une croissance intéressante. Donc voilà, il faudrait s'enquérir de ces avantages et avoir des entreprises qui évoluent dans la fiscalité, des cabinets spécialisés dans ce domaine qui pourront vous accompagner. On note également certains avantages et inconvénients liés à la normalisation de l'entreprise conformément aux règles régies par la loi. Nous avons des impôts qui sont communs à tous les régimes d'imposition. Donc quel que soit le régime dans lequel vous êtes, vous serez tenu donc de payer ces impôts. Mais principalement, l'impôt du régime de l'impôt synthétique, c'est l'impôt synthétique. Alors, lorsque donc l'entreprise migre du fait de l'accroissement de son chiffre d'affaires, elle migre vers le régime simplifié d'imposition, alors donc là, elle aura à payer tous les impôts qui ont été prévus pour ce régime d'imposition. En réalité,
beaucoup d'entreprises font du chiffre d'affaires. Mais c'est dans la comptabilisation à la fin de l'année où on a utilisé quelques méthodes informelles de gestion parce qu'on ne veut pas que le fisc soit au courant de tout ce qu'on a fait comme chiffre d'affaires parce que à la fin, c'est en fonction de ton chiffre d'affaires qu'on va juger si tu dois passer à un autre cap, si tu dois être soumis à certains impôts. Donc, ce qui fait que parfois, beaucoup en fait restent à ce stade-là où ne déclarent pas tout ce qui doit être déclaré. Et bien évidemment, en réalité, c'est à la création aujourd'hui qu'il y a des avantages. Mais les avantages, on va dire, aujourd'hui, plus tu fais de chiffre d'affaires, ben, en réalité, plus, on va dire, les impôts t'attendent pour prendre leur part, ce qui est logique et ce qui est normal. Maintenant, je pense que c'est à l'État de voir dans quelle mesure avoir des incitations pour ceux qui sont vraiment les bons déclareurs de la réalité de leur activité économique et de leur entreprise. Quand on passe aujourd'hui d'une petite entreprise, avant il y avait des avantages parce que en termes de marché public, il fallait un certain nombre de, comment dirais-je, il fallait un certain NIF pour pouvoir accéder au marché public. Et aujourd'hui, en termes de tout ce qui est fiscalité, malheureusement, quand vous êtes dans l'étape de moyenne là, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les grandes entreprises, elles arrivent à taper le code d'investissement. Elles vont obtenir des exonérations à gauche, à droite. Les petites entreprises, elles vont avoir le bénéfice du doute lié à la création au début. Mais les moyennes entreprises, et c'est pour ça que même dans les pays occidentaux, quand on parle de classe moyenne, souvent, c'est, on va dire, le milieu où on ne sait pas s'ils doivent bénéficier de l'avantage des petites ou, et parfois, leur force n'a pas atteint la capacité d'avoir les avantages des grandes. Lorsque une grande entreprise vient s'installer au Niger, donc il y a des avantages fiscaux qui leur sont octroyés à travers donc les différents régimes dérogatoires prévus par la législation en vigueur. Donc il y a le code des investissements, le code pétrolier, la loi minière, la loi sur les grands projets miniers, etc. Les moyennes entreprises, lorsqu'elles sont créées, pour la première année, elles sont exonérées par exemple d'un impôt que l'on appelle la taxe professionnelle. Et mieux encore, lorsque cette entreprise aura été créée par un jeune de moins de 40 ans, l'année suivante aussi, elle bénéficie d'une réduction. Deuxième impôt pour lequel elles sont exonérées, c'est l'impôt minimum forfaitaire. Donc tout cela, ce sont des mesures pour aider les entreprises à se formaliser. Des redressements sont prévus à l'interne de la DGI pour que ces entreprises puissent convenablement s'acquitter de leurs obligations en vue d'une meilleure opérationnalisation. Le système déclaratif, l'entreprise est libre de déclarer le montant de ses revenus, le montant des impôts qu'elle doit payer au service des impôts. Mais en contrepartie, nous avons ce qu'on appelle le pouvoir de contrôle. Le pouvoir de contrôle et le droit de reprise. Donc, à l'occasion de nos différentes investigations, nos différents contrôles, si d'aventure nous nous rendons compte que le niveau d'activité ou le niveau de chiffre d'affaires qui aura été déclaré n'est pas le niveau exact, on est fondé à faire donc ce qu'on appelle des redressements. Et le plus souvent, ces redressements se traduisent par des montants assez élevés pour l'entreprise. Parce que non seulement on leur réclame de payer les impôts qui sont à leur charge s'ils avaient déclaré l'exactitude de leur chiffre d'affaires, mais il y aura aussi des pénalités qui leur seront appliquées. Donc c'est pour cela que pour éviter de tels désagréments pour l'entreprise, il y a lieu pour elle d'être civique et donc de déclarer les revenus qu'ils ont véritablement donc engrangés pour pouvoir donc payer au bon moment l'impôt qu'il faut. Mais s'il faut par après faire des contrôles sur 4 ans, mettre à leur charge tous ces impôts assortis de pénalités, ce n'est pas tenable pour l'entreprise. Lorsque nous faisons nos opérations de contrôle, bien nos opérations de recherche d'informations, de recoupement, effectivement, souvent, on est en face de situations où le contribuable ou bien l'entreprise n'a pas déclaré ce qu'elle devrait véritablement déclarer. Et là, c'est comme je vous le disais, automatiquement, on tire les conséquences
Donc on met à sa charge les montants conformément à la législation fiscale assortis de pénalités. Et dans bien de cas, ces montants, étant donné que souvent ils ne sont pas très supportables pour l'entreprise, ça met même en péril la survie de l'entreprise. C'est pour cela qu'il y a un certain niveau de civisme fiscal qui est attendu des entreprises pour pouvoir s'acquitter correctement, régulièrement de leurs obligations fiscales déclaratives et de paiement. Le projet de loi portant institution de la Charte des petites et moyennes entreprises PME au Niger, adopté par l'Assemblée nationale mardi 6 décembre 2022, va permettre au gouvernement de continuer dans sa politique économique. L'adoption de ce projet va aussi permettre aux petites et moyennes entreprises PME du Niger d'être plus impliquées dans la transformation positive de l'économie et de participer efficacement à l'envol du développement du pays. Le siège de la société Mata et Matassa Investing, communément appelée 2M Invest, a abrité le jeudi 12 janvier 2023 une cérémonie de présentation de vœux à l'instance dirigeante de cette organisation. Cette solennité a été couplée à une remise de subventions à 6 petites et moyennes entreprises de la place. Il s'agit entre autres du groupement La Coquette, Beauty Shop, groupement Feida, Mafari Shop, groupement Kandegomni et Hadazumanchi. Tous ont reçu une enveloppe de mise à disposition de matériel d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA. Le groupe 2M, à travers l'association Bunkasa Mata de Matassa et 2MISA, interviennent dans les 8 régions du pays à travers 12 centres d'incubation et 33 centres numériques multiservices. À ce jour, nous avons à notre actif la structuration et l'encadrement de 4 930 groupements coopératifs MMD, totalisant 122 192 bénéficiaires. L'accompagnement entrepreneurial qui a touché 4 925 personnes. La formation éducation financière et l'alphabétisation numérique avec 22 090 bénéficiaires, ce qui a facilité l'ouverture de 8 984 comptes Mobile Money. La formation sur le leadership féminin et bonne gouvernance, touchant 13 620 femmes. La formation sur la citoyenneté responsable, comptabilisant 5 821 bénéficiaires. La sensibilisation sur les violences basées sur le genre, avec 17 963 bénéficiaires. Les campagnes pour le changement de comportement en matière de santé sexuelle et reproductive ayant touché au total 9 606 personnes. À ces réalisations s'ajoute l'ouverture de 25 centres d'alphabétisation, la création de 20 banques céréalières rurales, l'élaboration de 21 plans d'action communautaire d'adaptation PACA dans les régions de Tillabéri et Niamey. En effet, pour l'entreprise, toutes ces actions entrent dans le cadre de l'atteinte des objectifs fixés par 2M Invest. Une vision renforcée par Toubou Ibrahim, président du conseil d'administration de 2M Invest, qui estime que aujourd'hui, plus que jamais, ces actions qui fondent les bases pour l'atteinte de nos objectifs d'entreprise devraient nous mobiliser et nous rassembler dans notre marche pour relever les défis de l'année 2023. Il s'agit véritablement d'un moment précieux de la vie de notre institution. Un moment auquel j'attache une importance toute particulière, car plein d'enthousiasme et animé de sentiments de fraternité. Aussi voudrais-je, à l'entame de mon message, vous exprimer du fond du cœur mes remerciements sincères pour les souhaits aimables que vous venez de nous formuler à nous tous. Des équipements ont été également offerts aux plateformes communales de 2M Invest. Occasion également pour cette entreprise de mettre à disposition de certains groupements de jeunes de ces communes d'intervention des matériels de salubrité. Mata Masoudoubara a décidé de primer certains champions en leur apportant de l'appui matériel et de l'équipement pour pouvoir renforcer l'entreprise. Donc c'est à ce titre que le comité a décidé de vous allouer du matériel. Donc veuillez bien faire bon usage.
La société 2M Invest SA est spécialisée dans la promotion de l'entrepreneuriat et l'inclusion financière à travers la formation et l'accompagnement des couches vulnérables, notamment les femmes et les jeunes en milieu rural et urbain. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement suivi cette édition Business Challenge. J'espère que vous avez tiré aussi un très bon profit en suivant ces numéros de Business Challenge. Comme vous le savez, vous pouvez toujours continuer à interagir avec notre équipe sur les réseaux sociaux. Si vous cherchez Business Challenge sur Facebook, vous allez nous retrouver. Vous pouvez visionner les archives de cette émission sur YouTube. Vous pouvez également être en compagnie de nos autres programmes sur Télé Sahel et sur Africable. Comme vous le savez, vous avez dimanche sur Télé Sahel, Agri Challenge à partir de 14h15. Et vous avez aussi chaque vendredi l'émission Digital Sahel à partir de 19h30, toujours sur Télé Sahel. Et sur Africable, vous pouvez avoir le programme sur nos réseaux sociaux. Si vous êtes à Niamey et dans ses environs, vous pouvez toujours suivre nos programmes à travers également la radio Challenge FM, 96.6 MHz, c'est la radio des entrepreneurs, la radio du Niger qui avance. Et nous avons également une application avec laquelle vous pouvez suivre Challenge FM partout au monde. Il suffit de télécharger cette application Challenge FM sur Play Store. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition de Business Challenge. Bonsoir. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.